Bienvenue tout le monde, je suis Chris Flaming, responsable des actions publiques et éducation chez TrainRoad. Je suis très heureux que vous êtes si nombreux aujourd'hui pour la conférence sur la croissance des chemins de fer chinois depuis 1920. Et elle fait partie de notre exposition précédente sur la Chine. Et le livre qui l'accompagne, petit propos pour ce livre, Pékin en coup, la grande épopée, si vous n'avez pas, va le chercher. Et donc nous organisons la conférence en ligne et ça sera le cas aussi le 26 mars, où nous parlerons sur l'Orient Express. Et nous espérons d'organiser la conférence du 19 mars, donc la semaine avant, ici dans le musée, donc à TrainRoad, et ça sera une conférence sur le transsibérien en Irlande. À la fin de cette conférence, vous verrez un aperçu encore des conférences jusqu'à 17 avril, ça c'est la fermeture de l'expo sur l'Orient Express, et à partir du 10 mai, nous vous présentons une exposition sur les voitures royales. Donc, pour les conférences liées à cette expo à partir du 10 mai, et je vous conseille de garder un œil attentif sur notre site web. Et maintenant, j'aimerais tirer votre attention sur notre conférencier de ce matin, c'est Louis Gilliot. Il est chercheur en histoire et actualité ferroviaire. Et Louis a fait carrière au sein des chemins de fer belges. Il a dirigé le service de presse et des relations publiques et a été en charge de plusieurs projets, ainsi que du patrimoine historique des chemins de fer belges. Il poursuit des recherches en matière d'histoire ferroviaire, mais aussi sur l'avenir de nos chemins de fer aux défis à relever. Et aujourd'hui, il posera un tableau de la croissance des chemins de fer en Chine et son industrie depuis les années 1920. Et avant qu'il commence une dernière note pratique, vous pouvez poser des questions via le Q&A
ces questions sont discutées à la fin. Beaucoup de plaisir. Donc Louis, vous avez la parole. Merci, j'espère qu'on s'entend correctement. Oui? Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci Chris pour cette introduction. Et nous allons donc parcourir ensemble un voyage dans le temps et l'espace des chemins de fer chinois, cette fois-ci au cours du XXe siècle et du XXIe. Mais nous allons voir qu'en réalité, eh bien, il y aura des liens avec la Belgique et l'Europe durant le XXe siècle, mais aussi de nos jours. Découvrons cela ensemble. Donc, tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'exposition qui a eu lieu à Trainworld l'an dernier et qui a mis l'accent sur l'important investissement belge tant financier qu'humain pour aider la Chine à construire sa première grande ligne de chemin de fer qui reliait le nord et le sud. Un très bref rappel, donc au fin du XIXe siècle, la Chine avait absolument besoin d'intensifier la cohérence de sa direction, de la direction du pays, alors que les grands moyens de transport essentiellement fluviaux au XIXe siècle étaient tous orientés d'ouest en est par les trois grands fleuves, le fleuve jaune, le fleuve bleu et ici le fleuve dans le sud qui aboutit dans le sud de la mer de Chine. Et donc les Chinois, il y avait une tension entre les classiques qui voulaient garder les traditions millénaires de la Chine et les modernistes qui souhaitaient une importante modernisation des structures dont, en regardant ce qui se passait en Occident, l'existence et le développement et l'utilité des chemins de fer. Cependant, finalement, donc les modernistes obtiennent la possibilité de construire un grand axe nord-sud devant relier Pékin à Canton dans le sud du pays, mais même les modernistes se méfiaient des appétits coloniaux des puissances occidentales et donc à l'occasion d'un voyage en Belgique, un des vice-rois, Li Yuanshang, a pu rencontrer Léopold II et le roi Léopold II et en cours de conversation sur cette base-là, il a manifesté son intérêt pour les capacités des chemins de fer belges et de l'industrie belge pour pouvoir l'aider à réaliser ce projet. Et donc, finalement, en 1898, après de longues négociations, les Belges ont obtenu, la Société d'études des chemins de fer en Chine a obtenu le marché de construction des chemins de fer, en tout cas sa première partie entre Pékin et Hankou, ici marqué en rouge sur la carte. Cette opération a été menée par Jean Jadot, qui était largement évoqué dans l'exposition et dans le livre dont Chris a parlé tout à l'heure, et ça s'est réalisé sous la direction des chemins de fer impériaux chinois. L'opération est réalisée en 1905, malgré les avatars tels que la révolte des Boxers, et les chemins de fer sont très contents de cette réalisation, à tel point que dès 1908, comme une clause du contrat le permettait, ils rachètent la ligne existante entre Pékin et Hankou pour l'exploiter à leur propre profit. Mais très vite, les choses évoluent en Chine et dès 1910, une révolution se produit ici dans la banlieue de Hankou et donc à Hanyang, les acéries de Hanyang que Cockerill avait aidé à installer, eh bien, une révolution démarre contre le pouvoir impérial particulièrement vieillissant et ce pouvoir impérial est renversé et on installe alors la République. Je rappelle en passant
que donc, lors du passage du fleuve Jaune, il a fallu, grâce à l'ingénierie belge, construire un pont de 3 km sur le fleuve Jaune. C'était donc construit de 1903 à 1905 et c'était à l'époque le pont le plus long du monde, recourant à des techniques tout à fait spéciales parce que le lit du fleuve était particulièrement instable. Voilà. Et donc, les chemins de fer chinois, en 1910, la toute jeune République de Chine, considère que les chemins de fer sont un moyen essentiel de construction, de développement de la République. On ne va plus parler d'empire à ce moment-là. Et sur la base de ce que nous voyons ici, de Pékin à Hankou, on met progressivement en place de nouvelles lignes. Et dès la Première Guerre mondiale, les chemins de fer chinois, donc si la ligne de Pékin à Hankou compte environ 1200 km, au moment de la Première Guerre mondiale, et donc ici, je signale en passant, quand on regarde bien la ligne verte, eh bien, un deuxième groupe animé par les Belges, le groupe Ampin, a construit la ligne de Kaifeng, ici, jusqu'en Nanshu, à l'ouest de la grande ligne verticale, qui est l'amorce d'une future grande ligne d'un grand axe est-ouest en Chine. Donc, grâce à cet apport, mais également aussi en valorisant d'autres lignes qui avaient été construites, les chemins de fer chinois atteignent très vite les 5000 km de développement au moment de la Première Guerre mondiale. Très vite, après, dans la foulée de leur prise en main, ils négocient la reprise des chemins de fer du nord-est, c'est-à-dire la Mandchourie. Nous avons ici l'ensemble de la zone des chemins de fer en Chine, mais spécialement la Mandchourie a connu un développement assez important de ces chemins de fer à l'instigation du pouvoir du régime tsariste russe à la fin du 19e siècle et tout début du 20e siècle, puisqu'ils avaient fait pression sur la Chine pour obtenir le passage du transsibérien depuis la région de Irkoutsk et le lac Baïkal jusqu'à Vladivostok en passant par Harbin en Chine. Et donc les Chinois ont négocié la reprise de ces installations, de ces lignes ferroviaires, avec la mise à l'écartement général standard, puisque la ligne Pékin-Hankou, comme une première ligne, avait été construite à l'écartement standard. On parle aujourd'hui de l'écartement UIC, Union internationale des chemins de fer, ou l'écartement standard international, qui est donc l'écartement que nous avons ici en Belgique et dans la plupart des pays d'Europe. Et cet écartement, eh bien, les Chinois ont voulu qu'il soit également appliqué sur les chemins de fer de Mandchourie qui avaient initialement été construits à l'écartement russe plus large. Ce faisant, eh bien, cette opération basée sur ce qui existait sur le Pékin-Hankou, construit par les Belges et les Français, a consacré l'utilisation de l'écartement standard international pour tous les développements ultérieurs des chemins de fer en Chine, ce qui est d'une grande importance de nos jours encore. Voilà donc ce qui est réalisé. Et effectivement, les chemins de fer de Mandchourie sont en quelques années transformés et mis à l'écartement standard. Voilà, oui, j'ai déjà parlé de la ligne du Pienlo, ici entre Kaifeng et Nanshu, qui a été construite de 1908 à 1913 par le groupe Ampin. Et effectivement, cette ligne, elle sera par la suite, toujours avec une participation européenne et entre autres belge, financière à ce moment-là, parce que tout se fera alors sous l'autorité de la République chinoise, la ligne va être progressivement étendue à l'ouest, jusque dans les contreforts de l'Himalaya, et de l'autre côté, jusqu'à la mer de Chine, pour
ça se fera petit à petit au fur et à mesure des avatars et des difficultés de développement des chemins de fer en Chine et des problèmes politiques qui vont exister, mais elle sera réalisée complètement dans les années 1950, en 1954, et elle atteindra à ce moment-là pratiquement près de 1800 km, ce qui fera à ce moment-là le plus grand axe est-ouest de chemin de fer en Chine. Voilà cette réalisation. Et donc, après la Première Guerre mondiale, et même jusque dans les années 30, les chemins de fer chinois qui ont pris en main leur destinée, leur avenir, sont quand même des gens très pragmatiques et savent que la gestion, la direction, l'activité se réalise pas à pas en prenant en compte ce qui a déjà été expérimenté et éprouvé dans d'autres pays. Et sous cet angle-là, ils continuent à se fournir, entre autres en matériel, auprès d'industriels avec qui ils ont appris à bien collaborer et qu'ils respectent, et entre autres les usines, les entreprises belges. Voilà un exemple dans la fin des années 20, années 30, d'une locomotive d'un certain type. C'est le type 131, un essieu porteur à l'avant, un essieu porteur à l'arrière et trois essieux moteurs entraînés par les cylindres au centre 1, 3, 1, ou d'après des dénominations américaines, le type Prairie également, qui était construit par Cockerill spécialement pour le Pékin-Hankou. Il y en a d'autres, un autre type de locomotive, par exemple ici les usines de Tubize, pour la fameuse ligne ici dont nous parlons, le Pienlo-Lunghai, la voici, cette ligne construite par étapes dans les années 30, eh bien les chemins de fer chinois commandent à diverses entreprises, dont les entreprises belges Tubize, un type de locomotive plus imposant, où vous avez un essieu porteur à l'avant, un essieu porteur à l'arrière et 5 essieux, 1, 2, 3, 4, 5 essieux moteurs entraînés par les cylindres et cela donc pour donner une grande force de traction pour l'attraction des trains de marchandises tout au long de cette ligne est-ouest de Chine. Et donc, il y a en permanence, jusque dans les années 30, ici encore, voilà, c'est une photo qui nous a été communiquée par le musée de la Porte à Tubize et qui donc montre en 1936 encore une délégation officielle chinoise qui vient réceptionner une locomotive qui sera destinée au Pékin-Hankou avec déjà la plaque qui figure là. C'est la locomotive 542 pour le Pin-An qui est le Pékin-Hankou. Mais cette délégation vient la réceptionner officiellement à Tubize. Donc la Belgique est très appréciée encore tout au long de cette période. Tout ne va pas. Cependant, comme il y a également d'autres réalisations, comme des voitures de chemin de fer, dont ici, construite par les usines Ragueneau. Bien sûr, ça c'est une voiture belge pour les chemins de fer belges, mais tout au-dessus, cette même usine, Ragueneau à Malines, a construit ici, par exemple, une voiture restaurant pour la ligne Pékin-Hankou et donc les chemins de fer chinois. Les entreprises, les relations continuent tout au long des années 30, mais malgré tout, tout n'est pas toujours facile, loin de là en Chine, parce que dès la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, dès la Première Guerre mondiale, des chefs régionaux avaient voulu reprendre un peu de l'autonomie par rapport au pouvoir central. Mais celui-ci avait résisté et imposé la présence de la République chinoise. Cependant, dès les années 20, sous influence soviétique, russe-soviétique, eh bien, un tout nouveau parti chinois voit le jour, le jeune parti communiste, et il est animé, conduit par, à ce moment-là, un homme encore dans la fleur de l'âge, Mao Tse-tung, qui commence à s'opposer frontalement au pouvoir gouvernemental qui est représenté par un général qui a tenu l'armée chinoise et qui en même temps est devenu
le chef de gouvernement de la République de Chine durant l'entre-deux-guerres, Chiang Kai-shek, qui va donc, ces deux personnages vont s'opposer de façon extrêmement virulente, agressive, et pendant donc, les années 1920, 1930 et même jusqu'en 1949. Ceci va se faire en réalité au détriment des chemins de fer parce que les uns et les autres s'attaquaient et se contre-attaquaient, entre autres en provoquant des dommages aux infrastructures, dont les chemins de fer, qui représentaient quelque chose d'essentiel pour le développement de la vie en Chine. Donc, malgré cela, les chemins de fer ont quand même continué à essayer de développer, et même jusque dans les années 30, ils ont atteint les 10 000 km de développement et ils sont parvenus petit à petit à achever le grand axe nord-sud, donc qui était initialement Pékin-Canton, et la deuxième partie se réalise aussi, mais à cause de toutes ces luttes intestines qui se produisent en Chine, ce n'est que vers 1936 que la deuxième partie de la liaison peut être réalisée jusque Canton. En même temps, dans la décennie 1930, les Chinois subissent je dirais l'attitude très agressive du Japon qui s'installe en Mandchourie et qui installe l'État, un État fantoche, un État vassal, qui est le Manchukuo. Et en même temps, il fomente des attentats en Chine républicaine, en Chine centrale, qu'ils attribuent à des bandits chinois. Et donc Hergé, dans le Lotus bleu, a très bien représenté cela, et on voit effectivement les hommes de main du Japon signaler, par exemple, voilà, les bandits chinois viennent de commettre un attentat, et il faut donc intervenir. En réalité, ce sont les Japonais eux-mêmes qui prétextaient, qui fomentaient ces sabotages pour pouvoir intervenir de plus en plus. Et effectivement, ils envahissent la Chine continentale et ils mettent vraiment à sac le pays. À ce moment-là, communistes et nationalistes font une trêve entre eux et eux-mêmes réagissent et provoquent des actes de sabotage visant à empêcher la progression des armées japonaises envahissant la Chine. Ici, au tout début des années 40, c'est un exemple où la résistance chinoise a saboté un pont qui était utilisé par les convois militaires japonais. Donc tout ça ne se fait pas, ne facilite pas le développement des chemins de fer en Chine. Ça freine les choses. La Seconde Guerre mondiale qui arrive donc dans les années 40. En 1945, le monde respire parce que les choses vont mieux, mais en Chine, eh bien, à ce moment-là, la guerre civile reprend. Et à nouveau, Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek s'affrontent jusqu'en 1949, où à ce moment-là, le Parti communiste chinois est parvenu à ancrer son emprise sur l'ensemble du territoire chinois et Chiang Kai-shek doit se réfugier à Taïwan. Mais tout ça a coûté énormément de vies humaines et en même temps énormément de dégâts, de dommages au chemin de fer, et en 1949, alors qu'on avait atteint les 15 000 km aux environs des années 1930, eh bien, en 1949, après le second conflit mondial et la guerre civile, il n'y a plus que 6 500 km qui sont utilisables par les chemins de fer chinois. C'est dans ce pays qui compte déjà plusieurs centaines de millions d'habitants à ce moment-là, c'est à peine plus que les chemins de fer belges en 1949. Donc à ce moment-là, c'est extrêmement limité et c'est très peu utilisable pour le développement des chemins de fer. C'est pourquoi, immédiatement, dès 1949, le nouveau régime communiste chinois considère
que les chemins de fer sont la priorité absolue pour le développement de la République communiste chinoise. Et dans ce contexte-là, l'ordre est donné de remettre en état le plus vite possible le plus grand nombre d'ouvrages d'art et de kilomètres de lignes. Et dès la fin dès 1949, on lance un important programme de réparation et d'extension du réseau et on atteint à ce moment-là, dès la fin 1949, il y a déjà plus de 8000 km de lignes qui sont réparés, ainsi que 2400 ponts qui avaient été sabotés, endommagés par les faits de guerre ou de luttes intestines entre communistes et nationalistes. Les chemins de fer s'élancent de façon à relier au mieux le pays. Un grand programme est mis en place, comme des réformes économiques. Celles-ci n'ont pas toujours été, sur le plan strictement économique et industriel, toujours bien inspirées. Et plusieurs historiens font état d'erreurs graves à cause de, je dirais, de points de vue idéologiques extrêmement stricts et rigides qui ont été appliqués sans véritable nuance et sans sens pratique sous certains aspects. Et dans ce contexte-là, ça a même provoqué des problèmes pour l'exploitation et même la sécurité, à certains moments, la sécurité des chemins de fer. Mais toujours est-il que malgré tout, les choses ont progressé et le réseau, on le voit ici sur une carte de 1961, je remonte rapidement la carte qui existait en 1949 et on voit que celle de 1961 irrigue déjà beaucoup plus le pays. À ce moment-là, les Chinois se sont en réalité refermés idéologiquement pour se protéger et permettre l'essor de leur société communiste et ils n'ont réellement de contact qu'avec le grand frère soviétique qui est donc la Russie, l'URSS, et ils ont des accords avec eux pour réaliser certaines certaines réalisations et améliorer leurs équipements. Toujours est-il donc qu'ils continuent à moderniser le réseau et par exemple, dans les années 1950-60, ils modernisent les lignes existantes dont la ligne Pékin-Hankou. Et pratiquement le tracé de cette ligne est revu. À divers endroits, on construit un nouveau pont à côté de l'ancien. Voilà par exemple un pilier de la ligne originelle qui passait ici, mais par contre, on a construit une nouvelle ligne juste à côté de façon à améliorer les performances de liaison. Attendons encore un peu pour l'électrification qu'on voit parce que cette photo en réalité était prise en 2019. Mais en 1960, la ligne existait déjà, mais elle n'était pas encore électrifiée. C'est un exemple. Oh là là, voilà. Sur le fleuve Jaune, le pont est renouvelé et ici, en 2019, il y a tout près sur une des rives une installation muséale qui montre et qui, bon, la Chine est très attentive à cultiver la mémoire de Mao Tse-tung et on voit une représentation muséale stylisée de Mao admirant le nouveau pont sur le fleuve Jaune qui était reconstruit en 1958. Initialement, en 1903-1905, le pont avait été conçu pour durer une vingtaine d'années. Et en réalité, grâce à la qualité de la construction et à des travaux de renforcement dans les années 1920, il a donc tenu jusqu'en 1958 où un nouveau pont a alors été réalisé. Le chemin de fer en Chine, eh bien, c'est extrêmement lié tout au long du XXe siècle à l'existence et au développement des locomotives à vapeur.
Une des raisons fondamentales est que, bon, la technologie de la vapeur a été bien étudiée et bien maîtrisée avec les apports occidentaux et avec l'acquisition du savoir-faire par les Chinois eux-mêmes, et aussi le fait que le charbon est présent en très grande quantité en Chine et très bon marché à l'extraction. Et donc, c'est tout naturellement une ressource économique très bon marché qui est utilisée à grande échelle sur de très nombreux trains en Chine tout au long du XXe siècle, même jusqu'à la fin de celui-ci. Il n'y a pas que la vapeur, il y a également, en tout cas dans les plaines, il y a également, sous l'influence du grand frère russe, il y a également la locomotive à vapeur. Et dans les années 50, les chemins de fer chinois acquièrent des locomotives diesel, pardon. Les chemins de fer chinois acquièrent des locomotives diesel auprès de leurs amis russes. Et nous avons ici le départ d'un train du service intérieur dans les fin des années 1950 à la gare principale de Pékin. Mais il y a une tension politique avec la Russie au tournant des années 60, et Mao Zedong décide de prendre ses distances et de se fermer en quelque sorte vis-à-vis de l'URSS. Les chemins de fer vont décider d'essayer de construire eux-mêmes des locomotives diesel, mais en réalité, l'expérience n'est pas heureuse parce qu'ils ne maîtrisent pas bien ces techniques, et en outre, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'étendre parce qu'ils ont moins de ressources pétrolières à ce moment-là, et ils doivent en importer, et comme ils sont en économie fermée, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ils décident plutôt d'investir, de continuer à investir dans les locomotives à vapeur en construisant des usines de construction de locomotives à vapeur, puisque de toute façon, en plus, ils disposent du charbon qui est extrêmement bon marché. Et nous avons ici, par exemple, un hall de construction d'une usine bien connue des spécialistes, l'usine de locomotives à vapeur de Datong, qui a fonctionné jusque dans les années 1990, alors qu'ici en Belgique, par exemple, la vapeur s'était éteinte en 1966, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, on construisait toujours des locomotives à vapeur en Chine. Et par exemple, cette usine de locomotives a construit près de 10 000 locomotives sur ces cycles, ces décennies d'activité et de production. C'est un exemple. Bon, l'essai un peu malheureux des locomotives diesel, la poursuite de des locomotives à vapeur, et nous en voyons divers exemples. Ici, en 1900, fin des années 70, début des années 80, au pied de la Grande Muraille de Chine, nous avons un trafic voyageurs, mais qui est également toujours représenté par une forte présence de locomotives à vapeur, même si tout près, il y a ici une locomotive diesel qui tracte un autre train. Voilà. Et même, voilà ici une photo d'un train du service régulier, ce n'est pas un train touristique, c'est un train local du service régulier dans le nord de la Chine qui était toujours en traction vapeur en 2013 encore, dans le nord-ouest de la Chine. Comme quoi, donc, cette utilisation est restée très importante jusque même il y a quelques années d'ici. Mais les chemins de fer chinois savent aussi que la traction vapeur, qui est une de leurs bases fondamentales, pose des problèmes dès qu'on est dans des reliefs tourmentés, et il leur faut développer une série de lignes de chemin de fer dans le sud-ouest de la Chine, qui est de plus en plus dans les contreforts himalayens. Et ils savent là que le rendement de la locomotive à vapeur est très faible dans les zones montagneuses lorsqu'il y a des fortes rampes. Et ils sont quand même très attentifs à ce qui se passe ailleurs, et ils savent qu'au début des années 1950, en France,
on a mis au point un nouveau système d'électrification, le 25 kV. Et par exemple ici, nous avons un train sur ce qu'on appelle l'artère nord-est entre l'île Valenciennes, Hirson, Charleville et Longwy. Nous avons donc des trains de marchandises qui sont en traction électrique en France, mais c'est un système de traction qui est beaucoup plus économique tout en étant très performant. Les chemins de fer chinois sont très intéressés et parce qu'ils ont le projet d'électrifier une première grande ligne de chemin de fer entre Baoji et Chengdu, donc dans l'ouest, le sud-ouest de la Chine, au pied de l'Himalaya. Et donc, vous avez Pékin ici, Pékin-Hankou ici, Shanghai ici, pour situer les choses. Nous sommes donc dans l'ouest de la Chine. Et ils vont réaliser des tests en demandant en France de construire des locomotives qui sont réalisées avec la technologie du 25 kV. Voici une mauvaise photo parce qu'elle est prise dans des conditions un peu délicates. Nous sommes toujours à cette époque-là dans une contrainte, même si on se tourne un peu vers l'Occident, la Chine est toujours un pays très fermé. Il n'est pas évident de pouvoir prendre des photos et les transmettre. Et donc voici ces premiers essais de locomotives électriques en Chine. C'est un succès, les Chinois sont satisfaits et ils décident que pour leurs futures électrifications, ils vont se baser sur cette technologie du 25 kV et ils font à la fois construire des locomotives et en même temps ils importent une première série de locomotives françaises qui a été livrée à la Chine au début des années 60 pour fonctionner donc sur le nouveau courant d'origine française, mais appliqué à large échelle en Chine. Les choses se développent, nous avançons dans le temps et voici l'homme fort de la Chine dans les années 1970, fin des années 1970, jusqu'au tournant des années 90. C'est donc Deng Xiaoping qui était un homme important déjà dans les années 60, mais il sentait bien qu'il fallait s'orienter autrement avec la croissance de la population, avec les besoins de développement économique. Il sentait très bien qu'il fallait changer d'orientation par rapport à la ligne qui était toujours strictement soutenue par Mao Tse-tung au début des années 60. Et il avait eu cette formule qui lui avait valu énormément d'ennuis politiques. Au début des années 60, il avait dit qu'importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape les souris. Autrement dit, ce qui comptait, c'était pas tellement, à ses yeux, ce n'était pas tellement le dogmatisme économique, mais c'était beaucoup plus le pragmatisme dans l'économie. Et il fallait, le cas échéant, changer de méthode, s'ouvrir davantage à l'étranger. Et c'est effectivement Deng Xiaoping qui va favoriser toute une ouverture de la Chine et recréer des échanges avec le monde occidental. Le président Giscard d'Estaing, président de 1974 à 1980 en France, avait reçu Deng Xiaoping et malgré que Deng était de très petite taille par rapport à Giscard qui était d'assez grande taille, eh bien il avait dit: j'étais particulièrement impressionné par le dynamisme et la clairvoyance de ce dirigeant, il mènera la Chine très très loin. Effectivement, sous son impulsion, la Chine change de dimension et les grandes villes s'urbanisent à l'occidental et on développe à grande échelle et à grande vitesse, déjà, j'anticipe sur le mot, l'urbanisation et les chemins de fer pour pouvoir irriguer les villes et permettre beaucoup de circulation et d'échanges commerciaux, de développement industriel et commerciaux. C'est un exemple. On développe aussi le trafic marchandises
avec des lignes spécialement construites, avec des trains lourds et longs. Et ici, nous avons un exemple de ces trains, dont on voit la tête ici. Et si on suit le trafic, je le fais avec la souris ici, le train continue jusque pratiquement ici, sur le pont. Donc ce sont vraiment d'immenses trains qui peuvent tracter des convois de plusieurs milliers de tonnes sur de longues distances. Et il faut savoir que très longtemps, sur une série de lignes, les chemins de fer chinois ont donné la priorité au trafic marchandises afin de pouvoir alimenter au mieux les zones industrielles et transférer leur production vers les zones de distribution ou d'expédition vers l'étranger. C'est un exemple. Ici encore, par exemple ici, sur la ligne classique, nous sommes encore à ce moment-là, mais bien que la photo, c'est une photo de 2019, nous sommes sur la ligne, pas sur la ligne à grande vitesse entre Pékin et Hankou, elle est ailleurs, mais sur la ligne classique qui a été modernisée au tournant des années 60, il y a par exemple en 2019, voici un trafic dans la Chine profonde, un convoi de marchandises qui circule de région à région. C'est un exemple. Également, nous sommes ici à Wuhan-Hankou, sur le centre de la Chine, et on a construit par exemple un pont à 2 niveaux. Le niveau supérieur est routier, mais le niveau inférieur est réservé au trafic ferroviaire. Et nous avons ici un train de voyageurs qui circule sur le pont, et dans l'autre sens, voici un train de marchandises, et on le voit directement, un train de charbon. Et donc, il y a une utilisation maximale d'infrastructures qui sont conçues pour avoir la plus grande efficacité industrielle et économique, routière, mais aussi et surtout, dirait-on, ferroviaire. Voilà. Alors, un grand bond en avant. Les chemins de fer chinois se destinent aussi, se portent candidats et obtiennent l'organisation des Jeux Olympiques en 2008, mais ils savent pour cela que c'est un immense défi et que pour pouvoir se mettre en valeur vis-à-vis des touristes étrangers, des visiteurs, des sportifs, il va falloir transporter énormément de monde, et ils décident de se lancer dans le système de la grande vitesse ferroviaire. Donc c'est bien plus tard, si on veut, qu'en Europe, mais ça ne fait rien, ils vont rattraper et dépasser tout le monde. Dès 2008, la première ligne à grande vitesse est réalisée entre Pékin et Tianjin, donc qui est près de la mer de Chine, ne comporte pas encore de grandes distances, mais elle fonctionne de façon très efficace. Et elle donne le coup d'envoi à toute une série d'autres réalisations à grande vitesse. Voici une image, excusez-moi pour les marquages, mais je la trouve extrêmement parlante. On voit vraiment que les chemins de fer n'ont pas hésité, si vous comptez le nombre d'infrastructures qui presque s'enchevêtrent, d'infrastructures électriques, il y a et de la réalisation à grande vitesse, il y a des réalisations classiques, mais on voit vraiment que les chemins de fer chinois continuent à miser à fond sur le chemin de fer qui est un outil essentiel pour leur développement. C'est le cas aussi, ici par exemple, nous avons l'entrée de la gare de Pékin, nous avons la liaison à grande vitesse 2011 qui a déjà été réalisée entre Pékin et Shanghai, mais nous avons en même temps, dans une gare où il y a du trafic voyageurs, nous avons en même temps directement des chantiers de nouvelles lignes à grande vitesse qui se construisent pour d'autres liaisons que les chemins de fer chinois projettent. Eh bien, tout se développe sans désemparer, sans perdre de temps, même si les travaux sont en cours, le reste du trafic circule avec beaucoup d'efficacité. Et les Chinois n'hésitent pas non plus à utiliser des équipements à grande échelle, de très grande dimension, pour
avancé très rapidement dans leur schéma de réalisation de lignes à grande vitesse. C'est ici un exemple de portiques qui sont conçus pour transporter des pièces, dont des poutrelles de pont, qui se construisent de façon à une vitesse sidérante. Si vous vous rappelez peut-être les premiers tests avec cette mauvaise photo de la ligne Chengdu-Baoji qui avait été la première ligne électrifiée dans le sud-ouest de la Chine, les contreforts de l'Himalaya. Eh bien, cette ligne, une partie de cette ligne-ci, a fait l'objet d'un renouvellement et est devenue une ligne à grande vitesse. Et on voit que les chemins de fer chinois n'hésitent pas, de nos jours, à utiliser vraiment des ouvrages d'art absolument impressionnants pour pouvoir y faire circuler donc leurs trains à grande vitesse qui irriguent de plus en plus le réseau dans son ensemble, puisqu'on vise à atteindre, voilà, on voit la progression entre 2008 et 2018. 2008 ici, la première liaison entre Pékin et Tianjin, puis prolongée. On voit de toute première section qui s'ouvre, et puis 10 ans plus tard, ce qui est déjà réalisé et qui atteint donc des valeurs qui dépassent complètement ce qui se réalise en Europe. En 2018-2020, il y a pratiquement en Chine 10 fois plus de lignes à grande vitesse. Elles sont 10 fois plus importantes que le premier pays d'Europe, qui n'est pas la France pour l'instant, mais qui est l'Espagne. Eh bien, l'Espagne est aux alentours de 2800 km de lignes à grande vitesse, et en Chine aujourd'hui, on a dépassé largement, mais en 2018-2020, parce que le temps passe vite, eh bien, on a largement dépassé à ce moment-là les 28 000 km de lignes à grande vitesse. Voilà ce qui est visé, et pour 2030, on vise carrément un réseau de 45 000 km de façon à relier entre elles, à grande vitesse, toutes les villes de plus de 1 million d'habitants. C'est vraiment phénoménal. Mais les chemins de fer chinois considèrent toujours que le transport de l'avenir, ce sont les chemins de fer. Et donc pour cela, il faut qu'ils soient efficaces, tant en voyageurs qu'en marchandises. On va y revenir. Donc voilà, les projets pour 2030, même si les situations, par exemple avec la pandémie et les problèmes économiques qui en ont résulté, amènent peut-être à étendre un petit peu le calendrier, malgré tout, les objectifs restent extrêmement ambitieux. Effectivement, pour réaliser toutes ces liaisons, on fait construire de grandes gares, parfois réalisées avec l'aide de spécialistes occidentaux, et entre autres là, la SNCF a tout un savoir-faire grâce entre autres à une de ses filiales qui s'appelle l'AREP, AREP, l'Agence de développement des infrastructures, dont les grandes gares, qui ont réalisé plusieurs gares pour le réseau à grande vitesse chinois, avec des dimensions qui ressemblent plus à des aéroports, mais c'est lié au fait que, malgré tout, la Chine reste un pays très centralisé, un régime autoritaire, et les déplacements des citoyens font l'objet d'une organisation extrêmement rigoureuse et extrêmement contrôlée. C'est pour ça que régulièrement, plusieurs milliers de personnes doivent pouvoir attendre des trains dans des halls de gare, et ceux-ci sont dimensionnés de façon à pouvoir accueillir de très grands nombres de personnes. Voilà un exemple aussi d'une gare qui a été réalisée par cette agence, par les chemins de fer chinois, et en collaboration avec cette agence de conception des gares françaises, l'AREP, et c'est la gare de Wuhan, donc, puisque finalement, la liaison à grande vitesse a été réalisée entre Pékin et, je pense,
non, pardon, entre Pékin et Wuhan. En fait, il y avait déjà eu la construction de Wuhan Canton, et c'est alors en 2000, en 2012, le 26 décembre 2012, qui a été réalisée la liaison Pékin-Wuhan, qui permettait alors la réalisation complète du grand axe Pékin-Wuhan-Canton. 26 décembre 2012, c'est le jour anniversaire de la naissance de Mao Tse-tung. Voilà l'exemple de cette grande guerre. Et en fait, pour la grande vitesse, initialement, les Chinois ont fait appel à une technologie japonaise, puisque les Japonais avaient, depuis les années 1960, toute une maîtrise de leur technologie. Très vite, ils ont aussi vu les développements plus importants de la grande vitesse en Europe, pardon, et ils se sont, dans un premier temps, basés sur des technologies de type européen. Quand vous regardez bien l'image et spécialement la tête de cette rame, et que vous voyez par exemple un ICE Bruxelles-Francfort, la filiation est incontestable entre les deux types de véhicules. Donc, dans un premier temps, les Chinois s'appuient sur une technologie éprouvée de type européen. Bien vite, ils prennent alors en charge la construction, ils prennent eux-mêmes en charge la construction de leurs trains à grande vitesse, mais ici, c'est une évolution où nous avons un train de construction chinoise, mais sur une base de conception européenne qui a servi pour les trains à grande vitesse italiens de génération relativement récente. Mais alors, il continue à franchir une étape, et tout ça se déroule très vite. En 2018-2020, les Chinois sortent leur propre rame à grande vitesse, le Fuxing ou Renaissance. Et alors là, de la conception à la construction et à la mise en œuvre, elle est complètement, intégralement chinoise, et d'emblée, elle est directement apte aux plus hautes vitesses, à 350 km/h. C'est un exemple. Pour cela, en Chine, il faut d'immenses installations de traitement, d'entretien de ces colonnes, de ces rames à grande vitesse, la nuit, pendant que les trains ne roulent pas. Elles sont donc entretenues, nettoyées, lavées, avitaillées pour reprendre le service le lendemain matin. Et voici par exemple à proximité de la gare de Wuhan le grand centre d'entretien des rames à grande vitesse. C'est sans comparaison, ce centre peut traiter 128 rames en même temps chaque nuit. C'est sans comparaison avec les installations pourtant performantes dont les chemins de fer disposent à Forêt-Voiture, par exemple. Bon, mais n'empêche, là, il faut nécessairement des installations pareilles pour réaliser tous les jours, jour après jour, cet immense tissu de relations. Mais les chemins de fer en Chine, voilà, ce n'est pas que la grande vitesse, c'est aussi un réseau, un immense réseau de plus de 140 000 km de lignes classiques. Lignes classiques avec des trains, voilà, beaucoup plus répartis, par exemple un faisceau de garage de trains voyageurs classiques dans une grande gare, près d'une grande ville, et aussi de nombreux voyageurs classiques, de trains de voyageurs classiques, ici par exemple, sur la ligne rénovée, et cette fois-ci électrifiée, entre Pékin et Wuhan. Donc nous avons aussi toujours des trains, on le voit, bon, des générations précédentes, mais qui sont aussi renouvelées. Ici, au départ de la gare de Pékin, d'une des gares de Pékin, ce n'est pas d'une des gares de Shanghai, pardon, ce n'est pas la gare centrale à grande vitesse, eh bien, un train avec du matériel plus moderne, où ici, on en voit aussi dans un paysage du centre-ouest de la Chine, paysage plus austère,
maintenant. Hop. On va donc. C'était peut-être ici. Oui. Et voilà. Si tout va bien, attends, tu vas dire quelque chose? Oui. Bonjour, il y avait un petit problème avec le son. Normalement, tout est OK maintenant. Donc, voilà. David, tu peux reprendre la parole. OK, ça va, je pense? Oui. Bien, désolé pour cette interruption de son, de connexion. Et donc, à côté du développement de la grande vitesse, il y a aussi le développement important du réseau voyageurs avec des trains classiques, comme nous en connaissons sur notre réseau. Et je le disais également, la ligne construite vers le Tibet, qui est une ligne très largement établie à plus de 4000 km d'altitude, ce qui impose donc des voitures pressurisées et, le cas échéant, d'avoir à disposition des appareils d'assistance respiratoire pour le cas où certaines personnes pourraient en avoir besoin. Voilà cet exemple, mais à côté du trafic voyageur, il y a toujours autant ce très important trafic marchandises pour les zones industrielles, pour les approvisionner en matières premières et pour transférer les productions. Ce qui implique aussi d'importantes installations pour le transfert, pour le transport, le triage des wagons vers leur destination et de plus en plus l'utilisation aussi du système des conteneurs où les Chinois sont de plus en plus des maîtres en la matière. Le besoin d'une très grande efficacité impose aux chemins de fer chinois de transporter de plus en plus aussi le fret à grande vitesse et leurs constructeurs sont en train de finaliser la mise au point de trains à grande vitesse, mais spécialement dédiés au fret. Vous voyez qu'ils disposent ici de portes d'accès de plus grande dimension afin de pouvoir traiter des colis et non plus des passagers. Ce type de rame, alors effectivement, c'est le mode de transport dominant intercontinental actuel. La Chine c'est le conteneur. La Chine est le géant mondial à ce sujet-là. Voilà les ports de grande capacité. Par comparaison, pour l'Europe, il y a 2 ports qui entrent sur ce terrain de jeu. Il y a Rotterdam et il y a Anvers par rapport à tous les ports qui sont utilisés par la Chine. Mais par contre, la Chine cherche aussi des alternatives parce que le transport maritime est polluant et il est de plus en plus encombré. Les problèmes que nous venons de connaître d'ailleurs avec le problème du Covid, etc., a amené des encombrements, des problèmes aussi d'écoulement de transfert maritime. Et donc, depuis quelques années, les chemins de fer ces chemins de fer cherchent à des alternatives. Et les alternatives, c'est de développer ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, d'une manière générale. Voyons ici l'aspect transport, qui est à la fois maritime, mais aussi par la voie terrestre et entre autres par la voie ferroviaire. Voilà une carte qui montre le système dit des nouvelles routes de la soie et tout un ensemble de transformations des relations de la Chine avec ses pays voisins, voire même l'Europe. Et il y a beaucoup de discussions autour. Nous n'allons pas entrer, et spécialement dans cette heure qui arrive à son terme, dans le débat de type politico-économique, pour nous concentrer ici sur les aspects
rapidement sur les aspects ferroviaires. L'idée est de transporter tous ces trains de conteneurs, soit par l'itinéraire nord, soit par un itinéraire nord-ouest, ici à travers l'ouest de la Chine, soit par un itinéraire sud qui permettrait d'aller également vers l'Europe. C'est un exemple, voici, et je l'ai choisi comme tel, un train quittant une grande gare de traitement de conteneurs en Chine et il est à destination de l'Europe. Remarquons un peu ce train, nous allons suivre ses congénères. Les conteneurs sont largement de couleur orange. Ce train traverse la Mongolie et nous voyons toujours ces conteneurs ZIH. ZIH, c'est Zhengzhou International Hub. Les voilà, ici, ils traversent la Mongolie pour passer par l'itinéraire nord. Il y a aussi un autre itinéraire, ici, entre l'ouest de la Chine et le Kazakhstan, avec bien sûr l'itinéraire classique par le nord-ouest ou l'itinéraire sud, qui va encore vers le nord-ouest, mais qui va permettre de tester des itinéraires par le sud. Et ici, nous avons au point 5 le terminal de Korgos. Le voici, ici, qui permet donc de transférer les conteneurs sur wagon chinois vers des conteneurs à destination qui vont traverser le sud-est des États de l'ex-URSS, de la CEI aujourd'hui. Mais cet itinéraire sud-est, s'il pouvait se réaliser, mais il est encore très délicat au jour d'aujourd'hui, eh bien il permettrait, à partir d'ici, vous voyez ici qu'il n'y a qu'une petite partie en rouge où nous avons en fait de la voie large par rapport à la voie normale en Chine et en Europe, eh bien, tandis qu'ici, l'Iran, la Turquie et forcément l'Europe sont en voie normale. Donc ce serait l'avantage peut-être de cet itinéraire, tandis qu'aujourd'hui, lorsqu'on passe par les itinéraires nord ou par l'itinéraire centre-nord, il faut passer par la Biélorussie et la limite de la Pologne, où on a ce terminal à la limite de la Pologne et de la Biélorussie, où on retransfère les conteneurs sur des trains à des wagons en voie normale. Ici, toujours, par exemple, nos fameux conteneurs orange. Les voilà qui ont traversé la Pologne et l'Allemagne de l'Ouest. Et ici, nous avons un train à Herzogenrath, tout près d'Aix-la-Chapelle, qui s'approche de la frontière belge. Les Belges, dès le début, sont montés dans le train des relations par chemin de fer entre la Belgique et la Chine. Et voilà, par exemple, en 2018, le premier train au départ de Bierzet vers la Chine. Il y en a un autre ici en 2019-2020, oui, un autre terminal en région liégeoise, près de Hermans sous Argenteau, où arrivent des trains chargés de conteneurs chinois. Il y en a d'autres en Belgique, ici dans la zone de Gand, à Ghent-Zeehaven, un train avec un autre type de wagon, mais qui est beaucoup utilisé pour le transport d'automobiles. Les usines Volvo, pour ne pas les nommer, recevant des voitures d'usines du groupe d'usines de construction en Chine et expédiant vers la Chine des voitures construites ici en Europe de l'Ouest, dont entre autres à Gand. Voilà notre train qui arrive près de son itinéraire, de son terminus, notre train parti de Chine qui, environ 11 à 12 jours plus tard, arrive en région liégeoise, par exemple, où il sera déchargé et où les contenus seront diffusés un peu partout en Belgique. Il y a actuellement près de 1 train par jour qui arrive
dans la zone liégeoise et cette moyenne est déjà dépassée. On approche maintenant les 2 trains par jour, mais il faut savoir qu'il y a aussi toute une diffusion, spécialement en Allemagne, en Pologne, en Autriche, dans le nord d'Italie. Il y a donc un dispatching de plusieurs trains par semaine, de nombreux trains par semaine qui viennent de Chine. Voilà en finale de ce panorama, de cette fantastique évolution, une image qui symbolise les choses, des vestiges du pont de 1905 sur le fleuve Jaune, le pont de 1958 ici, la ligne en gris, et à l'arrière, un troisième pont ferroviaire pour une ligne à grande vitesse, mais qui n'est pas celle de Wuhan à Pékin, qui est un peu plus loin, c'est une autre ligne, mais cette image nous synthétise toute cette évolution en à peine 115 ans, 120 ans, mais qui montre le dynamisme et la volonté d'aller de l'avant de la part des chemins de fer chinois, et en souvenir de certains aspects belges, mais qui sont toujours très présents, puisque la Chine est reliée en permanence à l'Europe et entre autres à la Belgique à travers donc ce trafic de conteneurs en provenance de Chine. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci Louis pour la présentation. À ce moment, je ne vois pas de questions, donc voilà. S'il y a des questions, je ne sais pas, vous pouvez les poser dans le Q&A. Et Louis, si tu veux, tu peux aller vers le dernier slide oui, oui. de la présentation. Voilà. Donc, je ne vois pas de questions à ce moment. Bon. Non, pas de questions. Il y avait donc un problème avec la connexion pendant la conférence. Peut-être pour ça, il y a des gens qui sont plus là ou qui n'ont pas de son, mais en fait, maintenant tout fonctionne de nouveau. Désolé. Rien à faire, mais bon, je crois qu'on peut conclure ici, Louis. Merci pour cette présentation très intéressante. Et voilà, on se voit peut-être le 19 mars ici à Train World à 1h30. C'est seulement en néerlandais, une conférence sur le temps sibérien de Moscou à Pékin. C'est plutôt une raconte d'un voyage. Et le 26 mars à 11h en français avec Louis, qui va nous parler de l'Orient Express et la compagnie nationale, excusez-moi, de Wagon-Lit. Je vois ici une petite question. Merci pour cette intéressante présentation, Louis. Donc voilà, il y a quand même des gens qui confirment que j'ai déjà dit que c'était très intéressant. Alors, on se voit soit le 19, soit le 26 mars, j'espère. À plus. Merci beaucoup. Merci pour l'attention. Merci, Dylan.